Et on pourrait encore préciser que pour Feyerabend, il y a un problème avec le recours au jugement de rationalité, puisque, nous dit-il, les méthodes irrationnelles mènent souvent au succès, tandis que les méthodes rationnelles peuvent être à l'origine de très gros problèmes. Plus encore, la raison se présente comme une notion beaucoup trop vague pour qu'on puisse savoir en quoi elle consiste réellement ou à quoi, pour quelle raison elle est importante. Alors, la critique de la raison de Feyerabend vise en particulier une tradition, le rationalisme dont les champions sont entre guillemets maîtres, Popper et son ami et frère dans l'anarchisme Feyerabend. Dans la description qu'il en donne, Feyerabend dénonce dans le fait de vouloir discriminer l'effort que Feyerabend et Popper et Lakatos font pour vouloir discriminer sur la base de la entre ce qui relève de la science et ce qui n'en fait pas partie. Dans son autobiographie, il dit avec une certaine provocation que Lakatos se présentait lui-même comme un croisé de la raison, a crusader for reason, un croisé de la raison, de la loi, de l'ordre. Ça a quelque chose à voir. Si vous savez ce que signifie la raison, la loi et l'ordre dans le contexte anglo-saxon, vous avez une idée de quoi il est question ici. Alors, il faut. Ça renvoie à l'idée qu'il y a un ordre, il y a une hiérarchie qui est établie, qu'il faut la respecter, même si, de manière objective, cet ordre est un ordre, je vais dire, ce serait quoi le bon mot je pourrais dire illégitime, mais disons injuste. Un ordre qui favorise les blancs, voilà. Donc, il faut néanmoins préciser que la critique de la raison n'est pas une critique qu'à l'égard de la raison en général, et le fait qu'on ait mentionné le rationalisme l'indique déjà. C'est déjà une critique de la raison en général serait paradoxale compte tenu de la position de Feyerabend. Mais on le verra, il s'agit d'une critique d'une conception précise de la rationalité. Alors, la critique de la raison que nous venons d'évoquer peut s'inscrire de manière juste dans le cadre d'une opposition entre le monisme et le pluralisme. L'interprétation ordinaire qu'on fait d'ailleurs de Feyerabend est que la raison pour laquelle il conteste les conceptions de la rationalité de Popper et de Lakatos, c'est qu'elles nous installent dans une forme de monisme. Déjà, une bonne partie des arguments de contre la méthode pourrait se résumer à l'idée que l'histoire de la science nous montre que l'activité scientifique n'est pas cadrée par des normes rigides et comparables à celles qui sont définies par les philosophes, clin d'œil à Popper, et que d'autre part, de telles normes auraient entravé l'activité scientifique plutôt qu'aider à son progrès. Donc, derrière la critique de la raison, de l'objectivité de la méthode, se trouverait dans son pluralisme la volonté de promouvoir la prolifération des théories dont il a déjà été question, dont je vais passer rapidement là-dessus. Néanmoins, il y a lieu de faire quelques réserves par rapport à cette interprétation on va dire classique et standard. Sur le plan méthodologique, l'opposition entre Feyerabend, Popper et Lakatos est moins affaire de nature que de degré. Il est en effet possible de réinterpréter les principes méthodologiques de Popper comme étant des maximes dirigeant la recherche scientifique, mais autorisant un certain degré de liberté et par conséquent n'étant pas des normes strictes dirigeant la manière dont les scientifiques doivent travailler. Par ailleurs, l'analyse de la méthodologie de Lakatos conduit Feyerabend à dire que Lakatos est en réalité un anarchiste déguisé, preuve de ce que, comme le résume Jean Leroux, Lakatos et Popper admettent que la rationalité est changeante, persistent à soutenir du bout des lèvres que les critères philosophiques de méthode ils admettent que la rationalité est changeante, mais persistent à soutenir du bout des lèvres que les critères philosophiques de méthode sont un gage de rationalité scientifique. L'idée d'un recours aux normes rationnelles en tant qu'ornement, tel que Feyerabend le perçoit dans les méthodologies de Lakatos et de Popper, l'idée d'un recours en tant que
couronnement dans la pensée même des champions de l'islamisme permet d'indiquer que ce qui constitue la véritable critique de la raison chez Feyerabend n'est pas tant le monisme comme l'on pensait, mais plutôt une certaine conception abstraite de la raison, détachée des réalités. Après tout, nous aurions pu être des organismes simples dans un monde simple et n'avoir d'autre choix que le monisme. On ne peut pas écarter cette hypothèse a priori. En revanche, Feyerabend dénonce déjà dans le dialogue sur la connaissance les maîtres qui posent des règles et qui soutiennent avec quelques raisons abstraites et les soutiennent avec quelques raisons abstraites, insiste sur le fait que insiste pour que tout le monde les suive. Dans le même temps, il dénonce dans Killing Time les dangers des raisonnements abstraits qui contiennent des éléments susceptibles de paralyser le jugement. Ce que la raison est, ce que les principes de la rationalité seront, sont donc définis de manière abstraite sans prendre en compte la situation réelle des gens à qui de tels principes sont supposés s'imposer, sans prendre en compte leurs intérêts, leur mode de vie, leur jeu de langage. Détachés des intérêts, la raison ainsi hypostasiée est installée dans une sorte de monde intelligible de platonicien et ne saurait être défendue que comme un dogme. On pourrait donc se demander ce qui reste de la raison à ce moment. L'image qui en résulte de la critique Feyerabend est celle non pas d'une entité, d'un principe abstrait, mais plutôt d'une capacité, d'une faculté que possèdent les hommes à rendre compte de leurs idées, à les mettre en intelligence. La raison est un instrument de vie. On comprend donc que la mise en intelligence du monde ne peut se faire en s'appuyant sur des idéaux abstraits déconnectés des situations réelles des gens. Dans un tel contexte, l'effort pour mettre le monde en raison n'est pas dévoué d'intérêts personnels, politiques, de croyances culturelles, de pression sociale, de valeurs morales. Elle participe de la manière dont les gens conçoivent et réalisent leur conception de l'épanouissement. La différence déjà entre la raison dont Feyerabendienne et la raison telle qu'elle a été construite jusqu'alors peut être perçue dans la distinction qui est dans la figure à la fois de Thalès, l'ingénieur qui rencontre du succès dans les affaires, qui s'implique dans le monde politique, qui fait des affaires, qui fait preuve de créativité, et Platon, le divin Platon, comme Feyerabend le dit, le philosophe du monde intelligible qui situe sa réalité dans un monde où tout est immuable. En rapportant dans la rationalité à la faculté humaine de se saisir du monde et de lui donner un sens, Feyerabend essaie de donner un visage plus humain à la réalité. Ce visage plus humain nous montre que la rationalité ne possède pas un seul chemin logique, un seul mode d'expression. Il montre qu'en fonction du domaine et même sur le même sujet, il peut exister différentes manières de mettre en intelligence le monde. Bien sûr, sans que cela ne présume en rien de la vérité ou de la fausseté de ce qui est exprimé. Cette volonté de Feyerabend de redonner un visage plus humain à la rationalité se fait sur un thème, celui de la trahison, du retour à la raison, retour aux Ioniens, et celui de la trahison des ambitions de la modernité, de la volonté d'épanouir l'individu. Des rationalistes anciens aux modernes, il y a une volonté de chercher l'épanouissement humain, de sortir l'homme de sa minorité pour le conduire à la modernité. Seulement pour Feyerabend, cette ambition, aussi louable soit-elle, a été trahie par des efforts même pour la réaliser. En s'arrêtant dans la recherche des principes universels applicables à tous les hommes, de tels efforts sont restés dans l'abstraction au point d'en devenir inhumains. On pourrait, vu le temps qui nous reste, on pourrait terminer en se demandant si la fin du rationalisme peut marquer la fin du rationalisme et même du rationalisme scientifique que Feyerabend voit dans les échecs des projets rationalistes de Popper et Lakatos peut marquer les ambitions renouvelées pour la raison, une nouvelle forme de lumière. Si on regarde beaucoup plus loin que la philosophie, on peut dire qu'on en est encore un peu loin, voire beaucoup. Dans une société devenue orwellienne, dans laquelle les idéaux abstraits sont portés par la propagande, dans une société devenue orwellienne, les idéaux abstraits portés par la propagande continuent d'occuper une place bien trop importante pour favoriser une certaine liberté de pensée et la recherche des vérités. Je donnerai un exemple. Les mouvements de revendication des droits des femmes se sont développés
en s'appuyant sur des concepts tels que ceux d'égalité de genre, d'intersectionnalité, de masculinité toxique, d'oppression, de patriarcat. Ce document trouve néanmoins des limites, voire même de fortes objections, dans la difficulté qu'il a concerné une grande partie de la population féminine, en particulier en Afrique. Cela n'est pas surprenant quand on sait que ces concepts s'inscrivent dans une tradition précise, alors qu'ils échouent à saisir la réalité, une certaine réalité, la réalité d'une communauté comme cadre d'épanouissement des individus, comme définissant des relations non pas hiérarchiques, mais plutôt fonctionnelles. J'avais prévu une projection d'un film et une analyse, mais je pense que j'ai déjà épuisé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Merci.